Bonsoir Liam. Bonsoir monsieur, vous allez bien? Et vous, très bien Liam. On s'était parlé il y a quelque temps, vous êtes parti à la recherche de vos parents biologiques. Vous étiez passé le 4 mai dernier avec moi d'ailleurs sur cette antenne. Vous nous aviez raconté votre adoption à 5-6 mois en 1998. Et puis votre quête lorsque vous êtes devenu un homme, votre quête de connaître vos origines, vous êtes tout jeune, vous avez 28 ans, vous avez obtenu votre dossier l'année dernière via le Quai d'Orsay, et puis il y avait noté dessus des choses que vous ne connaissiez pas, et surtout la raison de l'adoption, qui semble-t-il était un abandon. Vous n'aviez aucune information sur vos parents de naissance, et puis voilà, et à 25 ans, vous avez eu un déclic au moment où vous étiez aux impôts. Vous avez pleuré parce que vous avez réussi le concours d'inspecteur des finances publiques, et vous êtes parti là récemment en juin avec 2 amis à Hanoï. Racontez-nous. Oui, exactement. Je suis parti pour 3 semaines en juin. D'abord, on a fait quelques jours dans le sud, à Ho Chi Minh Ville, où j'ai pu faire. J'avais déjà programmé un rendez-vous avec un expatrié sur place, donc c'était pas en lien directement avec l'adoption, mais le fait de connaître un Français qui vous explique comment c'est au Vietnam, pourquoi il travaille là-bas désormais, ça m'a déjà beaucoup apporté. J'ai aussi eu la chance de rencontrer une personne qui s'appelle Van. Oui. Il me semble que vous l'aviez reçue aussi à la Libre Antenne. Absolument. Elle nous avait donné elle nous avait raconté comment elle a retrouvé miraculeusement sa famille, puisqu'elle avait contacté un média local qui faisait passer des adoptés à la télé. Exactement, ouais. Donc j'ai eu l'occasion d'échanger avec elle sur 2 jours, et c'est aussi une personne qui, comme moi, s'intéresse énormément aux mœurs, à la vie tout court, en fait, quand on est immergé au Vietnam, parce que nous, on ne connaît pas ça, en fait. J'ai eu un choc, et mes amis aussi, dès qu'on est arrivé au Vietnam, entre la température qui est humide, les taxis à gogo, les scooters à gogo, on découvre que le train de vie là-bas est pas cher du tout, donc tout change, la circulation, donc c'est déjà un petit choc, mais moi, ça faisait partie un peu de ma quête aussi aux origines, c'était de connaître la vie tout court là-bas, et le fait d'avoir déjà passé quelques jours à Ho Chi Minh Ville, ça m'avait énormément plu. On m'avait indiqué qu'il y avait en effet un programme humanitaire qui était gratuit, qui aide des personnes adoptées comme moi au Vietnam à retrouver leurs parents. Ouais. Donc avec mes 2 amis, on s'y est rendu, on a pris un rendez-vous. J'avais mon dossier de naissance à la main, j'ai pu leur envoyer sur WhatsApp. Et puis ils ont décortiqué, et oui, un dossier de naissance, il n'y avait pas grand-chose quand même. Exactement, et c'est d'ailleurs ce qu'ils ont dit, c'est que j'ai eu de la chance, il y avait une personne qui parlait français, c'était une Vietnamienne qui parlait français, et elle disait, oui, mais malheureusement là ça va être difficile parce que il n'y a pas le prénom, le nom de votre mère de naissance et de votre père de naissance. Généralement, eux, ils ont l'habitude de recevoir des adoptés qui ont ces informations-là. Et comme ça, ils peuvent lancer les recherches. Là, c'est pas le cas. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est que, de façon provisoire, j'ai signé un papier. Comme ça, ils vont lancer les recherches. Ils m'ont dit clairement que ça allait être très difficile, mais que si jamais... Quand ils lancent des recherches, qu'est-ce qu'ils donnent comme indication? Ils donnent votre année de naissance, mais ils donnent un prénom qui n'est pas un prénom vietnamien, donc un prénom qui ne peut pas être repérable. Ils ont pas de photos, ils n'ont pas de, comme vous dites, de prénom ou de nom de vos parents. Comment ils font pour lancer les recherches avec si peu d'éléments? Eh bien justement, je pense que par rapport aux autres qui ont les informations, ce programme-là va leur demander donc le nom, prénom, le dossier, de signer un papier qui atteste sur les droits d'image, également de fournir des photos et le contexte, c'est-à-dire les circonstances, du moins celles qui sont connues, de l'abandon, de la zone géographique. De l'orphelinat. Vous connaissiez le nom de l'orphelinat, vous? Le mien, je le connais, ouais. Et donc c'est déjà quelque chose quand même de dire que vous êtes né, enfin on vous a remis dans un orphelinat situé à telle adresse. Exactement, le nom de l'orphelinat est connu, il est identifiable. Malheureusement, et ça
c'était la suite de mon voyage, c'est que je me suis rendu sur place avec un de mes amis et l'orphelinat est détruit. Ah, Il est détruit. Eh oui. Il est remplacé par une maison culturelle. Il n'y avait personne sur place à ce moment-là. et Néanmoins, donc les archives de cet orphelinat, on ne sait pas ce qui s'est passé. non, on ne sait pas. Et on peut malheureusement présumer qu'il soit détruit. Après, il faudrait que je creuse auprès des autorités s'ils ils les ont logés quelque part. Mais ça, je m'étais rendu sur place près d'Hanoï, dans l'orphelinat même, devant même, quoi, que j'ai filmé. Et puis, parallèlement à cela, j'avais l'intention de contacter une dame, l'ancienne chef de l'orphelinat. Et c'est toute une histoire, en fait. Au début, elle voulait pas me parler. Elle disait oui, je veux bien vous parler, mais sur la recherche aux origines, je ne vous aiderai pas. Et j'ai même pas pu l'avoir directement au téléphone. Donc j'ai dû passer par des personnes, des Vietnamiens qui l'ont appelé à ma place. C'était assez particulier. Pourquoi elle a agi ainsi, de la sorte? Je ne sais pas, Roland, je ne sais pas. Souvent, moi, on m'a dit que c'était un sujet tabou, même pour les personnes vivantes, et que y avait ça dans la culture vietnamienne de ne pas réactiver des dossiers anciens, que c'était parfois pour protéger la mère de naissance, ou alors simplement ils n'ont pas d'informations. Cette dame-là m'a dit de façon indirecte qu'il n'avait pas d'informations. Et l'autre personne très importante que j'ai rencontrée pour le coup, l'ancienne chef du dispensaire de naissance, je suis allé la voir avec mes deux amis et elle nous a dit non, j'ai pas plus d'informations en fait concernant vos parents de naissance. Moi, elle disait j'étais juste là quand vous êtes arrivés. Elle nous a raconté sa version de l'histoire et elle disait que grosso modo j'ai été déposé devant ce centre dispensaire de naissance et c'est là où cette chef-là m'aurait pris dans ses bras et m'aurait temporairement accueilli. Et ensuite, ils m'ont transféré vers l'orphelinat. C'est dans cet ordre-là. D'accord. Ça doit être dur émotionnellement d'aller sur place et de revenir les mains vides, finalement. Oui, j'ai été, pour pas vous le cacher, très démoralisé quand je suis rentré en France. Mais pendant le voyage, c'est terrible parce qu'il y a des hauts et des bas. J'ai eu un moment... une sensation de joie parce qu'on m'avait annoncé peut-être qu'on a retrouvé votre père et on m'a proposé un rendez-vous. Donc j'ai vu quelqu'un qui était supposément mon père et puis après donc on a voulu vérifier ensemble. On a fait un test de paternité qui était autorisé au Vietnam. On l'a fait le soir même, mais ça a été la grosse déception parce que quelques jours après j'ai reçu les résultats de ce test ADN sur mon téléphone qui était négatif. Donc, c'était pas mon père de naissance. Vous aviez fait, je ne sais pas si je vous avais posé la question, vous savez, ces plateformes qui ne sont pas des plateformes autorisées ou légales, qui s'appellent MyHeritage, si vous aviez fait un test ADN pour savoir si d'autres personnes qui auraient été abandonnées comme vous de votre famille, ça peut être un frère, une sœur, auraient pu faire ce test pour essayer de retrouver des gens de leur famille. Dès que je suis rentré en France, j'ai voulu justement les commander, ces tests ADN via MyHeritage. J'ai installé une application, j'ai essayé de passer une commande, mais c'est interdit. C'est interdit et en plus, la plateforme ne l'autorise pas. Mais je tiens quand même à préciser que c'est seulement en France, en Europe. C'est-à-dire que vous vivez en Allemagne, en Belgique ou que sais-je, vous avez le droit de commander des tests ADN. Ah, d'accord. Vous voulez dire que ce test fait en France, de votre téléphone ou de votre ordinateur, vous ne pouvez pas vous connecter? Non, c'est Internet qui bloque. C'est l'Internet français. Oui, d'accord. D'accord. Alors, vous pourriez le faire quand vous serez en vacances ailleurs, peut-être, pour tenter. Oui, parce que là, c'est tout le paradoxe, c'est-à-dire qu'au Vietnam, c'est autorisé. Bah oui. Alors, le test que j'ai fait au Vietnam, c'est ce qu'on appelle un test de paternité. C'est-à-dire que on prélève le sang de deux personnes distinctes. Donc, c'était moi et la personne qui était supposée être mon père. Et comment cette personne supposée être votre père s'est manifestée? Alors là, c'est toute une histoire. J'ai eu des mails. J'ai eu un mail d'une dame vietnamienne qui m'écrivait en vietnamien
Donc j'ai dû traduire avec Internet et Google Traduction. Et puis je l'ai contacté, j'ai demandé de l'aide à mon traducteur. Et on a recoupé cette source-là qui disait « J'ai entendu parler de votre histoire ». Ça résulte de l'avis de recherche qu'on a mis en ligne. Ah. On a généré c'est comme ça qu'en fait que cette dame s'est manifestée. Il y a un avis de recherche qu'on a mis sur des groupes locaux, groupes Facebook locaux. Et je pense que ça a dû tourner dans des boucles WhatsApp ou par téléphone. Et puis après, j'ai eu quelques SMS, quelques messages sur Messenger. Et là, c'était cette dame, c'était sur ma boîte mail privée. Et j'ai mis sur mon avis de recherche mon numéro de téléphone et mon adresse mail. Et puis on a pu organiser rapidement une rencontre. Et c'est au bout de la deuxième rencontre qu'on a dit « Ok, je vous ramène cette personne qui peut être votre père ». C'est l'histoire en fait en tant que telle. L'année, c'était important. Il y avait marqué 1998. Ça lui a rappelé quelqu'un, l'un de ses amis. Elle dit « Ah, c'est peut-être lui ». Et c'est comme ça qu'elle avait contacté. Ah oui, mais c'est très dur émotionnellement parce que vous y avez cru. Il y a eu un moment où vous y avez cru vraiment. Ouais, j'y ai cru et au fond de moi, je voulais en fait. C'est-à-dire que c'était presque insoutenable. Déjà pendant le temps d'attente, j'étais avec mes amis, mais moi j'étais pas serein quoi. Je voulais et puis mais je me rappelle très bien quand j'ai vu les résultats, on était en train de manger. Je dis pas que j'ai tiré la gueule, mais j'étais un peu sonné quoi. J'étais comme un boxé quoi, un chaos sur place quoi. Bah oui. Il y avait une espérance de fou quoi mais après voilà, Quelles sont les perspectives aujourd'hui, Liam? Comme évoqué, ça serait les tests ADN. Petite précision, le test que j'ai passé là-bas, c'est un test de paternité. Celui dont on parle avec MyHeritage, c'est ce qu'on appelle un test génétique, ethnique. Oui, c'est vrai. En fait, ça vous permet de savoir, en gros, vous êtes de quelle origine, allemand, français. Moi, en l'occurrence, ça serait déterminé si je suis vraiment vietnamien ou peut-être je suis chinois. Parce que c'est vrai que j'ai eu ce cas j'ai des locaux qui m'ont dit « Ah, t'as une tête de chinois, toi ». Et c'est pas anodin, parce que comme je suis né dans le Nord, Hanoï est pas loin, en fait, de la Chine. Donc, ça remet... Pendant le voyage, j'ai eu cette question qui s'est ajoutée. Suis-je réellement d'origine vietnamienne ou non ? Et un test comme celui-ci me permettrait de connaître davantage... l'ethnie, la zone géographique, la localisation. C'est ce que vous allez faire, donc, le test ? Je pense. Il faut encore que je me renseigne, mais j'en ai vraiment envie, quoi. C'est quelque chose c'est devenu un véritable combat dans votre vie, cela, Liam ? Ah ouais, il est quotidien. C'est un truc auquel je pense matin, midi et soir. Et vos parents adoptifs, alors, qu'est-ce qu'ils disent ? Je ne les ai pas tenus vraiment au courant de ce voyage-là, peut-être par sécurité. Et je sais que généralement, quand on parle de ces choses-là, il y a des gens qui essaient de nous dissuader et tout. Et moi, je voulais y aller, quoi. Donc, je me suis un peu préservé sur ce côté-là. Oui, non, mais vous avez raison, c'est un combat que vous menez vous, mais vos parents ne vont pas vous en vouloir, vos parents adoptifs ne vont pas vous en vouloir d'être laissés, d'être mis de côté finalement dans cette quête. Vous pensez qu'ils ne vous auraient pas aidé, vos parents ? Oui, ils peuvent être blessés ou peut-être pas du tout. La dernière fois où j'étais passé chez vous, je vous avais expliqué que mon dossier, quand ils me l'ont remis, il était incomplet. Et oui. Voilà, donc c'est plein de... Je rentre pas dans le détail, mais ma position actuelle, c'est bon. Il était vraiment incomplet, mais incomplet de leur volonté, vous pensez ? En tout cas, je crois pas qu'on puisse perdre ce genre de papier, en fait. Ils vous ont dit qu'ils avaient perdu des documents ? Non, ils m'ont pas dit. Ils m'ont pas dit ça, mais simplement, comme ils m'ont remis 4 à 5 pages alors qu'il faisait 27 pages, c'était un peu curieux. Mais ça, c'est une discussion que j'ai pu, par exemple, avoir avec justement Van, qui était passé chez vous, qui a une autre histoire, des rapports différents avec ses parents adoptifs. Mais c'est un peu malheureux parce que dans ce milieu que j'ai côtoyé, ça peut très bien marcher. Ils le font. Les parents... Ouais. Ouais, les parents peuvent appuyer les recherches ou parfois non.
Voilà, donc, moi, c'est pas trop le cas, visiblement, non. Ils le font pourquoi? Par amour exclusif pour vous? Je pense que c'est une bonne analyse que vous avez. Ça peut être... mais bon, de l'autre côté, j'ai eu d'autres parents adoptifs qui m'ont dit qu'ils n'ont aucun problème à aider leur enfant. Vous arrivez à avoir une discussion avec eux sur ce point? Non, j'ai abandonné. Mais vous en avez déjà eu une nourrie? Oui, 2019, j'y étais quand même retourné, mais c'était pas sérieux en termes d'investigation. J'avais pas le même rapport, mais bien sûr que j'ai eu des discussions comme ça. Mais aujourd'hui, ma conclusion à moi, c'est que c'est pas possible en fait il faut y aller en fait à 100%. On peut pas faire en demi-mesure. Mais malheureusement, même sur place, je dis pas que toutes mes rencontres étaient mauvaises, mais en l'occurrence, le but de mon voyage, c'était de rencontrer mon intermédiaire de naissance, l'interprète, et c'est vrai que ça a été compliqué quoi avec lui. Ça a été très compliqué. Donc aujourd'hui, vous allez quand même continuer votre quête, Liam. Exactement. Vous allez donc faire ce test, vous allez attendre pour faire ce test. J'ai peut-être possibilité d'y retourner déjà fin août, donc j'hésite encore. Et retourner où alors? Toujours à Hanoï et près de l'orphelinat? Oui, il y a de cela, parce que j'y reviendrai beaucoup plus préparé, avec le fait d'avoir déjà des repères, savoir comment la vie s'organise. Moi, ça m'a beaucoup aidé, en fait, de passer 2-3 semaines là-bas au Vietnam. J'ai appris plein de choses juste sur la vie du pays. Et donc, y retourner, oui, dans cette intention-là, mais également pour découvrir le pays tout court, parce qu'il y a tellement de choses à visiter, entre le Nord... pour les Français, Dien Bien Phu est malheureusement connu historiquement, mais c'est un lieu à visiter, par exemple. Donc il y a aussi des choses sur un plan purement touristique à faire qui me motivera à y aller. Ouais. Et puis quelque part, vous avez l'impression d'apprendre un peu plus sur vous si vous y êtes? Exactement. Il y a plein de choses en fait qui se débloquent juste en étant sur place ou en discutant avec des locaux. Ça vous apaise, Liam, quand vous revenez? Vous êtes apaisé d'avoir pu faire quelque chose, d'avoir pu renouer peut-être avec vos origines, renouer avec le pays où vous êtes né, le pays qui a vu naître vos parents? Ça vous rassure quelque part? Ça vous fait du bien? Ah ouais, je suis extrêmement heureux quoi quand je suis là-bas, ça me manque un peu, hein. Je dois vous avouer, j'ai envie d'y retourner. C'est bizarre, vous voyez, c'est comme sensation. Vous retournez dans un lieu que, objectivement, je n'ai pas connu, mais il y a quelque chose, hein, ouais. Les gens vous ressemblent, l'ambiance aussi, ça vous dit quelque chose. Et puis, bon, ce qui est marrant, c'est que là, je suis allé avec aussi 2 autres Français, mais qui, pour le coup, sont blancs, eux. Et alors, voilà, moi, je suis identifié quand je suis là-bas comme un local, voire un touriste. Mais ça peut m'arriver d'être identifié comme local, mais mes 2 amis qui sont blancs, ça se voit, quoi, qui sont touristes. Donc pour le coup, ça s'est inversé, quoi. Alors que quand moi je suis ici en France, oui, je suis d'origine étrangère, je suis type asiatique. Parfois on me confond comme un touriste. Donc il y a plein de trucs comme ça. Mais ça remet en cause aujourd'hui ces voyages, cette introspection, cette quête d'en savoir plus sur vous, sur vos origines et sur votre famille. Est-ce que ça remet fondamentalement en cause votre adoption et vos liens avec vos parents? Pas foncièrement pour moi. Il y a 2 sujets. C'est vrai qu'il y a l'identité tout court de ses origines. On est originaire de tel pays, de telle culture, de telle civilisation. C'est déjà une quête en soi de renouer avec ça, avec ces choses qu'on n'a pas connues. Et puis de l'autre côté, oui, il y a le dossier beaucoup sur la filiation, sur l'adoption. C'est compliqué. Là, ça c'est la partie qui fait mal, quoi. C'est le fait d'aller dans le pays, c'est pas un problème, quoi. Et c'est vrai que c'est plutôt les remises en question sur la remise en question de votre histoire. Parce que quand j'y étais, j'ai entendu un son de cloche, j'en ai entendu un autre. On m'a expliqué que, par exemple, mon père aurait eu 2 femmes et donc elle était jeune et donc elle a dû abandonner. Et puis en parallèle, j'ai entendu une autre histoire.
Donc c'est très difficile, je trouve, de se positionner. Moi, volontairement, j'y vais, quoi. Je sais, mais il y en a qui, je pense, pourraient pas supporter ça, quoi. Bien sûr, d'avoir une identité qui me bouge sans cesse Oui, et puis et qui est questionnée. qui bouge ou pas d'identité du tout, parce que vous étiez là à nous dire que peut-être que vous viendriez de Chine et pas forcément du Vietnam, donc c'est compliqué. Je vous donne un autre exemple frappant, c'est le nom vietnamien que j'ai actuellement. J'ai même pas, qui est marqué dans le dossier de naissance. C'est un nom purement administratif. C'est pas le nom que mes parents de naissance m'ont donné. C'est le nom que les autorités dans le centre m'ont donné. C'est quoi c'est une Guyenne? Non, on me l'a déjà fait, mais non. Non, parce que c'est souvent les noms qui sont donnés quand on recherche un parent, on a un nom comme ça, généris, qui n'est pas le vrai nom. C'était quoi votre nom alors? Alors moi, c'est Tran Van Hung. Tran, c'est le nom de famille, et Van Hung, c'est le prénom. Et si j'ai bien compris, on m'a expliqué que ça s'apparentait à la Lune. Bon, à la Lune? Ouais, faudrait que je vérifie, mais ce nom, en fait, c'est compliqué parce que du coup, quand je fais mes avis de recherche, c'est le nom que j'indique avec mon prénom et mon nom français, mais c'est certainement pas celui que portent mes parents de naissance. Alors pourquoi il a été mis dans le dossier si c'est pas le bon nom? Pour encore tromper pour confondre les pistes? Je dirais pas que c'est non, c'est pas une volonté de tromper, c'est pas une volonté. Mais en fait, il n'y avait pas de nom puisque c'est un abandon. Moi, plusieurs fois, on m'a dit bon, écoute, il y a eu un abandon. Donc c'est comme si la maman et ou le papa sont partis et ils n'ont pas communiqué ensuite avec les personnes qui étaient dans le centre sur place. Et à ce moment-là, il fallait sans doute donner, par facilité, un prénom provisoire. Bien sûr, pour pouvoir vous enregistrer, bien sûr. Parce que, en fait, je pense que ce nom et prénom vietnamien, je l'aurais conservé si je n'avais pas été adopté. Je serais peut-être resté là-bas, soit adopté par un couple local, vietnamien, ou alors je serais une espèce de pupille d'État, quoi. Enfin, il y a des gens qui ne sont pas adoptés de tout court, oui. En tout cas, Liam, vous comptez pas en rester là, on l'a bien compris. Ouais, ça me travaille encore. Oui, je comprends. Je comprends, Liam, mais j'espère de tout cœur que votre quête va vous emmener sur la bonne piste. Je ne serai pas là pour recevoir vos nouvelles confidences, mais j'espère vraiment que vous en donnerez. Vous donnerez des nouvelles aux auditeurs sur Europe 1. Vous appellerez Valérie pour lui dire où vous en êtes. Avec plaisir, avec plaisir. Mais alors, on a un petit message pour vous. Quelle histoire! Elle n'est pas facile à vivre, mais elle est passionnante. Je trouve que c'est aussi une bonne chose de la raconter. C'est tellement complexe, mais c'est vrai que c'est un fardeau que je porte, mais le fait de l'expliquer, de raconter, c'est aussi une manière un peu de tenir, quoi. Enfin, comme l'a fait Van et comme l'a fait d'autres personnes adoptées internationales. Il y a des choses quand même très intéressantes. Le simple fait de retourner dans un pays de naissance qu'on ne connaît pas, ça fait un choc culturel, quoi. Donc, pour moi, ça a été quand même l'un des aspects les plus positifs. Après, oui, bien sûr qu'il y a eu des moments très difficiles sur place, avant le voyage et après le voyage. Mais je pense que oui, c'est un truc que je porte en moi. Le plus dur est fait, en tout cas, vous avez cassé j'ai envie de dire la glace. Vous êtes entré dans le pays, vous y sentez bien, vous commencez à avoir quelques repères et vous allez continuer. Donc, il y a que après il faut aussi certainement un grand facteur de chance pour vous mettre sur la bonne voie. Merci Liam de nous avoir donné une nouvelle, vraiment. Merci infiniment. Merci à vous Roland. Merci et bonne route et bonne chance surtout. Merci à vous. Tenez-nous au courant, tenez au courant la Libre Antenne s'il vous plaît. À bientôt Liam. Au revoir.